À mon brunch d'anniversaire, mon grand-père a évoqué l'appartement qu'il croyait m'avoir offert. J'ai murmuré, je vis dans un sous-sol. Mon père a lâché sa fourchette. Un lourd silence s'est installé. Je m'appelle Amélie, j'ai 28 ans et je suis graphiste indépendante essayant de construire ma carrière à Paris. Ce qui aurait dû être une joyeuse célébration d'anniversaire dans un restaurant haut de gamme s'est transformé en cauchemar lorsque mon grand-père Thomas a souri et a demandé nonchalamment « J'espère que tu profites bien de l'appartement que je t'ai acheté ». Je me suis figé, murmurant en retour « Grand-père, je vis dans un souplex ». Le bruit de la fourchette de mon père tombant sur son assiette a résonné dans le silence soudain. Tous les yeux à table se sont tournés vers nous alors que le sang quittait le visage de mon père. La vie avant mon 28e anniversaire avait été une course constante. En tant que graphiste indépendante à Paris, j'avais à peine de quoi joindre les deux bouts. Mon logement était un souplex aménagé à Montreuil, avec des problèmes de moisissure persistants et un chauffage peu fiable. Chaque mois était un exercice de funambule financier entre le paiement du loyer, les courses et le maintien en état de mon vieil ordinateur portable pour le travail des clients. Malgré un diplôme d'une école d'art réputée, les contrats bien payés et réguliers se faisaient encore rares. Ma situation familiale était compliquée. Mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans. Une séparation houleuse qui a divisé non seulement les biens, mais aussi les loyautés familiales. Mon père, Richard, s'est rapidement remarié avec Béatrice, une agente immobilière au goût de luxe et aux opinions bien arrêtées. Il vivait dans un magnifique hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine avec mon demi-frère Hugo, maintenant âgé de 16 ans. Papa avait bâti une société d'investissement prospère et vivait la vie qu'il avait toujours voulu pour moi, une carrière stable et lucrative comme la sienne. L'art est un passe-temps, Amélie, pas une carrière, disait-il lors de nos appels téléphoniques de plus en plus rares. Il y a toujours un poste au marketing dans mon entreprise si tu te lasses de cette phase d'artiste en difficulté. Ma mère, Éléonore, a déménagé en Californie peu après le divorce pour se trouver et a fini par trouver un nouveau mari et une carrière dans l'événementiel. Notre relation consistait principalement en des appels pour mon anniversaire et des SMS occasionnels pour prendre des nouvelles. Elle était trop occupée par sa nouvelle vie pour se soucier beaucoup de sa fille adulte à l'autre bout du pays. Et puis il y avait ma sœur aînée, Stéphanie, l'enfant prodige. À 31 ans, elle était déjà associée junior dans un prestigieux cabinet d'avocats, mariée à un chirurgien, et vivait dans un magnifique appartement haussmannien dans le Marais. Mon père ne manquait jamais une occasion de mentionner ses réussites ou de suggérer que je suive son exemple. Chaque réunion de famille devenait un exercice de comparaison qui me laissait un sentiment d'inadéquation. Stéphanie vient de remporter une autre grosse affaire, annonçait papa. Les associés sont très impressionnés par son éthique de travail. La subtile implication était toujours claire, pourquoi ne pouvais-tu pas être plus comme elle ? La seule personne qui soutenait vraiment mes ambitions artistiques était mon grand-père Thomas, un architecte à la retraite qui appréciait la créativité. Il avait toujours été mon plus grand champion. Quand j'étais enfant, il s'asseyait avec moi pendant des heures pour m'apprendre à dessiner et me raconter des histoires sur des artistes célèbres. Il est venu à toutes mes expositions, des couloirs de l'école primaire à la présentation de ma thèse universitaire. « Tu as un don, Amélie », me disait-il, les yeux plissés au coin quand il souriait. Ne laisse jamais personne te convaincre de l'enterrer. Même à l'âge adulte, grand-père Thomas est resté mon plus grand allié. Il comprenait mon désir de réussir par mes propres moyens, sans l'aide financière de la famille. Quand j'ai obtenu mon diplôme et que tout le monde a remis en question ma décision de travailler en freelance au lieu de prendre un emploi en entreprise, il m'a envoyé une carte qui disait simplement « Je crois en toi. Et je le ferai toujours ». Malgré mes difficultés financières, j'avais obstinément refusé l'aide de ma famille. C'était en partie par fierté. Après des années de critiques sur mon choix de carrière, je voulais prouver que je pouvais réussir par mes propres moyens. Mais il s'agissait aussi d'établir mon indépendance. Mon père avait trop longtemps utilisé le soutien financier comme un moyen de contrôle. Je préférais manger des pâtes au beurre dans un souplex plutôt que d'accepter une aide assortie de conditions. Dans les semaines précédant mon anniversaire, j'avais en fait commencé à me sentir optimiste. J'avais décroché quelques nouveaux clients prometteurs, dont une brasserie locale qui avait besoin de design pour ses étiquettes. Mon portfolio s'étoffait et, pour la première fois, je pouvais entrevoir un chemin vers la stabilité financière, en faisant ce que j'aimais. Quand mon père a appelé pour m'inviter à un dîner d'anniversaire à Le Céleste, l'un des restaurants les plus chers de Paris, j'ai été surprise mais pleine d'espoir. C'était peut-être une branche d'olivier, un signe qu'il était enfin prêt à accepter mes choix.
J'ai passé des heures à me préparer, choisissant une simple robe noire qui ne détonnerait pas trop au milieu des vêtements de marque de ma famille, et me maquillant pour cacher la fatigue d'être resté debout tard pour finir le travail d'un client. Ça pourrait être un nouveau départ, me suis-je dit en fermant la porte de mon souplex. Peut-être que nous pourrons enfin dépasser la déception et le jugement. Comme je me trompais. Le dîner d'anniversaire ne marquerait pas un nouveau départ avec ma famille, mais exposerait plutôt des années de mensonges et de trahison qui ébranleraient les fondations mêmes de nos relations. Le Céleste était exactement le genre de restaurant que mon père choisirait, chic, poli et prétentieux. L'éclairage tamisé, les nappes blanches et les serveurs en uniformes impeccables créaient une atmosphère qui rendait ma simple robe noire terriblement inadéquate. Je suis arrivé 15 minutes en avance, l'énergie nerveuse me propulsant à travers la fraîche soirée de printemps parisienne. Le maître d'hôtel m'a conduite à une table d'angle où mon père et Béatrice étaient déjà assis. Papa s'est levé pour me faire une accolade rigide tandis que Béatrice m'a offert son habituel baiser aérien près de la joue, faisant attention à ne pas tacher son maquillage parfait. « Joyeux anniversaire, Amélie », a dit mon père en reprenant sa place. « Tu es jolie. » La légère pause en disait long. Dans le monde de Béatrice, fait de marque de créateur et de garde-robe saisonnière, jolie il était à peine un compliment. « Merci, papa. Cet endroit est magnifique. » Eh bien, 28 ans est un anniversaire important, intervint Béatrice en lissant son chemisier en soie, bien que Stéphanie ait déjà été nommée associée junior à ton âge. Et voilà, moins de 2 minutes après le début du dîner. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai attrapé mon verre d'eau. Stéphanie est arrivée ensuite avec son mari Julien. Elle était immaculée dans une robe bleu marine qui coûtait probablement plus que 3 mois de mon loyer. Après avoir échangé des amabilités et des vœux d'anniversaire, elle s'est lancée dans un récit détaillé de sa dernière victoire au tribunal. Le conseil de la partie adverse était complètement pris au dépourvu, expliqua-t-elle en gesticulant avec ses mains parfaitement manucurées. Le juge nous a pratiquement offert la décision. Mon père rayonnait de fierté. C'est l'avantage d'une préparation minutieuse et d'un travail acharné. J'ai combattu l'envie de souligner que je travaillais tout aussi dur sur mes projets de design, faisant souvent des nuits blanches pour respecter les délais, mais je savais que cela ne mènerait qu'aux habituels commentaires dédaigneux sur mes petits dessins. Hugo est arrivé ensuite, mal à l'aise dans un blazer légèrement trop petit pour son corps d'adolescent en pleine croissance. En tant que Benjamin de la famille, il était la seule personne qui semblait vraiment heureuse de me voir. Il s'est glissé sur la chaise à côté de moi. « Joyeux anniversaire, Mélie », a-t-il murmuré, utilisant le surnom que lui seul était autorisé à utiliser. « Je t'ai fait quelque chose, mais je te le donnerai plus tard. C'est un peu nul par rapport à ce que les autres t'ont probablement offert. » J'ai serré sa main sous la table. Je suis sûr que j'adorais. Le serveur venait de finir de prendre nos commandes de boissons lorsque grand-père Thomas a fait son entrée. À 82 ans, il avait toujours une allure impressionnante, grand, avec une chevelure argentée fournie et des yeux bleus vifs qui ne manquaient rien. Il boitait légèrement suite à une opération de la hanche l'année précédente, mais refusait d'utiliser une canne. « Voilà la reine de la fête », annonça-t-il en se dirigeant vers ma chaise. Je me suis levé pour l'embrasser, et l'odeur familière de son eau de Cologne a instantanément ravivé des souvenirs d'enfance. Pour la première fois de la soirée, mon sourire était sincère. « Je pensais que tu ne viendrais peut-être pas, » ai-je dit. Il m'a fait un clin d'œil. « Et manquer l'anniversaire de ma petite fille préférée ? » Jamais. « C'est l'une de tes 2 seules petites filles, papa, » a souligné mon père avec un sourire crispé. « Et pourtant, l'affirmation reste vraie, » a répondu grand-père en douceur, prenant le siège vide en face de moi. L'arrivée de mon grand-père a changé la dynamique à table. Il avait une façon de capter l'attention sans effort, et même mon père semblait se redresser légèrement en sa présence. La conversation coulait plus facilement avec grand-père Thomas, qui demandait à Hugo des nouvelles de l'école et à Julien des nouvelles de ses dernières recherches médicales. Après que nous ayons commandé nos repas, grand-père Thomas a sorti un petit paquet soigneusement emballé de la poche de sa veste. « Je crois que la tradition veut qu'on offre des cadeaux aux anniversaires », a-t-il dit en le faisant glisser sur la table vers moi. À l'intérieur se trouvait un croquis encadré, jauni par le temps. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était un dessin que j'avais fait vers l'âge de 7 ans, un portrait grossier mais enthousiaste de grand-père et moi nous tenant la main devant ce que j'avais voulu être la ligne d'horizon de Paris. « Tu as gardé ça ?» ai-je demandé, sincèrement surprise. « Bien sûr. Ta première œuvre commandée. » Ses yeux pétillaient. « Tu m'as facturé 1 franc entier pour ça, »
si je me souviens bien. Une négociatrice avisée. Même à l'époque. Tout le monde à table a ri, et pendant un instant, la soirée a semblé presque normale. Nous avons savouré nos entrées pendant qu'Hugo nous régalait d'histoires de son cours de sciences, et je me suis surprise à me détendre légèrement. Peut-être que ce dîner d'anniversaire se passerait bien après tout. Les plats principaux venaient d'être servis lorsque grand-père Thomas s'est penché en avant et a posé la question qui allait briser la paix fragile de la soirée. « Alors, Amélie, comment te plais-tu dans l'appartement ? Je suis passé devant l'immeuble la semaine dernière. Le quartier près du jardin du Luxembourg est si charmant, surtout avec les cerisiers en fleurs maintenant. J'ai fait une pause, la fourchette suspendue à mi-chemin de ma bouche. Quel appartement près du jardin du Luxembourg ? Grand-père Thomas avait l'air confus. L'appartement que je t'ai acheté, bien sûr. Le 2 pièces dans ce bel immeuble haussmannien. Je sais que tu voulais réussir par tes propres moyens, mais je pensais qu'avoir un joli pied-à-terre t'aiderait à te concentrer sur le développement de ton entreprise. Le bruit de la fourchette de mon père heurtant son assiette était presque comiquement fort dans le silence soudain qui s'est abattu sur notre table. J'ai regardé l'expression perplexe de mon grand-père, puis le visage de mon père qui pâlissait rapidement. « Grand-père » ai-je dit lentement, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Je vis dans un souplex à Montreuil. Je n'ai jamais vécu près du jardin du Luxembourg. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Stéphanie fixait intensément son assiette tandis que Béatrice s'est soudainement intéressée à ajuster son bracelet. Seul Hugo avait l'air aussi confus que moi. « C'est impossible », a dit fermement grand-père Thomas. « J'ai donné 750 000 € à ton père il y a 6 mois pour t'acheter un appartement comme cadeau d'anniversaire anticipé. La paperasse a été entièrement gérée par lui puisque je me remettais de mon opération. » Tous les yeux se sont tournés vers mon père, dont le visage était maintenant passé du pâle au rouge marbré. Il s'est raclé la gorge et a attrapé son verre de vin, prenant une longue gorgée délibérée avant de parler. « Thomas, ce n'est guère le moment ni l'endroit pour discuter de questions financières. Nous pouvons en parler en privé plus tard. »« Non, » ai-je dit, ma voix plus forte maintenant. « Je pense que c'est exactement le bon moment. »« Quel appartement, papa ? De quoi parle grand-père ? » Le serveur a choisi ce moment malheureux pour s'approcher de notre table, demandant si tout était satisfaisant. Le cœur de sourire crispé et forcé et d'affirmation murmurée a dû paraître bizarre, mais il s'est retiré rapidement, sentant la tension. Dès qu'il a été hors de portée de voix, grand-père Thomas a repris la parole, sa voix plus basse mais intense. « Richard, qu'as-tu fait de l'argent que je t'ai confié ?» La réponse de mon père a été coupée par le rire strident et artificiel de Béatrice. « Tout ceci n'est qu'un grand malentendu, » a-t-elle dit, posant sa main sur le bras de mon grand-père. « Profitons du dîner d'anniversaire d'Amélie, et vous, les hommes, vous réglerez les détails demain. » Mais je pouvais voir à la rigidité des épaules de mon grand-père, et à la façon dont mon père évitait de croiser le regard de quiconque, que ce n'était pas un malentendu. Quelque chose n'allait pas du tout, et le sentiment de naufrage dans mon estomac me disait que la façade soigneusement construite de ma famille était sur le point de s'effondrer. Le reste du dîner s'est déroulé dans un ralenti atroce. Nous avons mangé dans un silence quasi total, les seuls sons étant le cliquetis des couverts contre la porcelaine fine et le murmure des conversations des tables voisines. Le serveur, sentant la tension, a retiré nos assiettes à peine touchées sans commentaire et a refusé de proposer la carte des desserts. « Je pense que nous devrions continuer cette discussion chez nous, » a finalement dit mon père, faisant signe pour l'addition. « C'est une affaire de famille privée. » Personne n'a objecté. 20 minutes plus tard, notre cortège maladroit de voitures s'est garé dans l'allée de mon père et de Béatrice. L'hôtel particulier était grand et imposant contre le ciel qui s'assombrissait, son extérieur parfaitement entretenu témoignant de l'attention de ma belle-mère aux apparences. Nous nous sommes réunis dans le salon de réception, une pièce rarement utilisée sauf pour recevoir des invités. Je me suis perché sur le bord d'un fauteuil antique inconfortable, tandis que grand-père Thomas est resté debout, sa posture rigide de colère à peine contenue. « Richard » a-t-il dit une fois que tout le monde a été installé. « Je veux une explication, et je la veux maintenant. Où est l'appartement que j'ai acheté pour Amélie ?» Mon père a légèrement desserré sa cravate, un geste nerveux que je reconnaissais de mon enfance. « Papa, tu dois comprendre que ces décisions sont complexes. J'agissais dans le meilleur intérêt d'Amélie. Cela ne répond pas à ma question. » La voix de grand-père était glaciale. « J'ai viré 750 000 € sur ton compte spécifiquement pour l'achat d'un appartement pour Amélie.
J'ai les relevés bancaires et la lettre d'intention que nous avons tous les deux signés. Peut-être qu'il y a eu un malentendu, intervint Béatrice en douceur. Richard gère tellement de transactions financières. Peut-être que les fonds ont été temporairement alloués ailleurs en attendant de trouver le bon bien. Il n'y a eu aucun malentendu, répondit grand-père Thomas en sortant une enveloppe de la poche de sa veste. J'ai des copies de tout ici. J'ai regardé, stupéfaite, alors qu'il sortait plusieurs documents et les posait sur la table basse. Parmi eux se trouvait une lettre à en-tête de l'entreprise de mon père accusant réception des fonds et de leur objectif. « Papa, est-ce que c'est vrai ?» ai-je demandé, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. « Est-ce que grand-père t'a donné de l'argent pour m'acheter un appartement il y a 6 mois ?» Mon père s'est levé brusquement et s'est dirigé vers le bar dans le coin de la pièce. Il s'est servi un généreux verre de scotch avant de se tourner pour nous faire face. « Oui », a-t-il finalement admis. « L'argent m'a été viré. » « Alors où est mon appartement ?» ai-je exigé, la colère commençant à remplacer le choc. « Et pourquoi est-ce que je vis dans un sous-sol moisi alors que tu savais depuis des mois que j'avais d'autres options ?»« Tu n'étais pas prête », a-t-il dit en prenant une grande gorgée de sa boisson. « Tu essaies toujours de faire fonctionner ce passe-temps de graphisme. Je ne pouvais pas, en bonne conscience, t'installer dans un appartement de luxe alors que tu n'as pas montré la responsabilité ou la maturité pour l'entretenir. » La condescendance dans sa voix était comme une gifle. « Alors, quoi, tu as juste gardé l'argent ? L'as-tu utilisé pour toi ? » Je l'ai investi, a-t-il dit sur la défensive. Je suis conseiller financier, Amélie. C'est ce que je fais. L'argent n'a pas disparu. Il a juste été mieux utilisé jusqu'à ce que tu sois dans une position plus stable. Richard, intervint grand-père Thomas, cet argent n'était pas à toi pour l'investir. C'était un cadeau à ta fille avec des intentions très spécifiques que tu as reconnues par écrit. Papa, s'il te plaît. Stéphanie a parlé pour la première fois depuis notre arrivée à la maison. Je suis sûr que papa essayait juste de protéger l'investissement jusqu'à ce qu'Amélie soit plus établie. Reste en dehors de ça, Stéphanie, ai-je lancé, puis je me suis interrompu alors qu'une pensée me venait. Attends, tu étais au courant. La façon dont elle a détourné les yeux m'a tout dit. Je savais que grand-père avait donné de l'argent à papa pour toi, mais je pensais que tu le savais aussi, et que vous aviez arrangé quelque chose avec papa. Arranger quelque chose, ai-je répété, incrédule. Pourquoi choisirais-je de vivre dans un souplex avec de la moisissure noire si je savais que j'avais un appartement ? Parce que tu insistes toujours tellement pour réussir par tes propres moyens, a-t-elle répondu. Tu rejettes toutes les offres d'aide. J'ai pensé que peut-être tu faisais ta têtue pour accepter le cadeau de grand-père. J'ai secoué la tête, incrédule. Ma sœur, que j'avais toujours enviée pour son succès et sa stabilité, était au courant de mon héritage et n'avait rien dit pendant que je luttais. Alors, où est cet argent maintenant, exactement, a exigé grand-père Thomas. Je veux des détails, Richard. Mon père s'est agité, mal à l'aise. Il a été alloué à plusieurs véhicules d'investissement. Lesquels, a insisté grand-père. Ça devient ridicule, a interrompu Béatrice. Richard est un conseiller financier certifié avec 25 ans d'expérience. Il a pris la décision que l'argent serait mieux protégé dans des investissements que bloqué dans l'immobilier pour quelqu'un qui peut à peine maintenir un revenu constant. Ces mots m'ont piqué, mais ils ont aussi alimenté ma colère grandissante. Il ne s'agit pas de mon revenu ou de mes choix de carrière. Il s'agit de papa qui a pris l'argent qui m'était destiné et l'a utilisé comme il le voulait. Il ne s'agissait pas de n'importe quels investissements, a finalement admis mon père, fixant son verre maintenant vide. La majorité a été utilisée pour aider à développer le cabinet médical du mari de Stéphanie. Ils ouvrent une nouvelle clinique, et le retour sur investissement sera substantiel. La pièce est tombée dans le silence alors que les implications de cette déclaration s'installaient. Non seulement mon père avait détourné mon cadeau vers un investissement, mais il avait choisi de l'investir d'une manière qui profitait principalement à la famille de ma sœur. Tu as utilisé l'argent de mon appartement pour financer la clinique de Julien et Stéphanie, ai-je demandé, la voix creuse, tout en sachant que je vivais dans un souplex et que je luttais pour payer mon loyer. Ce n'était pas comme ça, a protesté faiblement Stéphanie. La clinique profitera à beaucoup de gens et l'investissement va croître. C'est une décision financière saine. Ce n'était pas votre décision à prendre, ai-je crié en me levant d'un bond. Aucun de vous n'avait le droit de décider de ce qu'il advenait d'un cadeau qui m'était destiné. Béatrice a levé les yeux au ciel.
C'est exactement pourquoi Richard a pris la bonne décision. Regarde comme tu réagis émotionnellement. C'est pour ça que tu n'es pas prête pour ce genre de responsabilité financière. Je me suis tourné vers elle, la fureur montant. Tu savais aussi? Est-ce que tout le monde dans cette famille était au courant que j'avais un fonds pour un appartement, sauf moi? Son hésitation a été brève mais révélatrice. J'étais au courant que Thomas avait fait un don généreux, et j'ai soutenu la décision de Richard de le protéger jusqu'à ce que tu fasses preuve de plus de maturité. Le protéger en le donnant à Stéphanie à la place, ai-je ri amèrement. C'est la meilleure, Béatrice. Vraiment la meilleure. L'argent est allé à une opportunité d'investissement solide, a insisté mon père. Une qui profitera finalement à toute la famille. En quoi cela me profite-t-il, exactement, ai-je exigé. Pendant que je respire de la moisissure chaque nuit et que je saute des repas pour payer mon loyer. Tu dramatises, a dit Stéphanie d'un ton dédaigneux. Si les choses allaient vraiment si mal, tu aurais pu demander de l'aide. Je n'aurais pas dû avoir à demander, ai-je crié. Grand-père m'avait déjà aidé. Papa a juste décidé que je ne le méritais pas. Hugo, qui était resté silencieux pendant toute la confrontation, a soudainement pris la parole. C'est pour ça que tu m'as dit de ne pas parler de l'appartement quand j'ai parlé à Amélie, a-t-il demandé à mon père, son jeune visage troublé. Tu as dit que c'était une surprise pour plus tard, mais c'était il y a des mois. La trahison m'a coupé encore plus profondément. Même mon frère adolescent avait reçu l'ordre de me cacher des secrets. Grand-père Thomas a posé une main rassurante sur mon épaule avant de se tourner vers mon père. Richard, je suis profondément déçu par toi. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Il s'agit de confiance et de respect. Tu as trahi les deux en ce qui concerne ta fille. Le visage de mon père s'est durci. Tu as toujours favorisé Amélie, même quand ses choix n'ont aucun sens. L'art n'est pas une carrière viable. J'essayais de la protéger d'elle-même. En lui mentant? En donnant son héritage à sa sœur, a rétorqué grand-père. Ce n'est pas de la protection, Richard. C'est du contrôle. Alors que la dispute s'intensifiait entre mon père et mon grand-père, une horrible prise de conscience a commencé à poindre en moi. Si mon père avait été prêt à détourner ce don, qu'aurait-il pu manipuler d'autres tout au long de ma vie? Papa, ai-je dit, coupant leur échange houleux, la bourse que j'ai reçue pour l'école d'art. Était-ce vraiment une bourse, ou est-ce que grand-père a payé pour ça aussi? L'éclair de culpabilité sur leurs deux visages a confirmé mes soupçons avant même qu'ils ne puissent parler. C'était une bourse privée, a finalement admis mon grand-père. Je l'ai établie par le biais de la fondation des anciens élèves, mais oui, je l'ai financée spécifiquement pour toi. Et mon premier stage à l'agence de design, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Celui que je pensais avoir obtenu grâce à mon portfolio. Grand-père Thomas a détourné le regard. Je connaissais le directeur de la création. Je lui ai demandé d'accorder une attention particulière à ton travail, mais tu as mérité le poste grâce à ton talent, Amélie. Le sol a semblé se dérober sous mes pieds. Des réussites dont j'avais été fier, des moments où je pensais avoir prouvé ma valeur par le mérite seul, me semblaient soudain creux et artificiels. La prise de conscience que j'avais été, sans le savoir, dépendante de l'intervention de mon grand-père était presque aussi douloureuse que d'apprendre la trahison de mon père. Donc, je n'ai jamais rien mérité par moi-même, ai-je murmuré. Tout a juste été arrangé pour moi. Ce n'est pas vrai, a insisté grand-père Thomas. Je n'ai fait qu'ouvrir des portes. Tu les as franchies par ton propre mérite. Mais le mal était fait. En essayant de me protéger des manipulations de mon père, mon grand-père avait créé les siennes, me laissant remettre en question chaque accomplissement de ma vie professionnelle. Je n'arrive pas à croire ça, ai-je dit en regardant les visages des membres de ma famille. Chacun d'entre vous m'a menti ou m'a caché des secrets pendant des années. Nous essayons de t'aider, a dit Stéphanie. Mais il y avait une note d'incertitude dans sa voix maintenant. Non, ai-je répondu froidement. Vous vous aidiez à vous sentir supérieur. Pauvre Amélie, l'artiste en difficulté qui a besoin de l'aide de tout le monde mais ne le sait pas. Ça a dû être amusant de me regarder me battre pour chaque euro pendant que vous saviez tous que j'avais 3/4 de million sur le compte de papa. Ce n'était pas comme ça, a protesté mon père. Nous voulions juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. Ce qu'il y avait de mieux pour moi, ai-je répété, la voix montant. Comment sauriez-vous ce qui est le mieux pour moi alors que vous n'avez jamais, pas une seule fois, écouté ce que je veux? La pièce est tombée dans le silence. À ce moment-là,
en regardant les visages de ma famille, j'ai réalisé que j'avais passé des années à essayer d'obtenir l'approbation de personnes qui ne me verraient jamais vraiment pour qui j'étais. Ils ne voyaient que la version de moi qu'ils voulaient voir. La fille égarée qui avait besoin de conseils. L'artiste insensé qui finirait par reprendre ses esprits. J'ai fini, ai-je dit doucement. J'ai fini d'essayer de vous rendre fiers. J'ai fini de chercher votre approbation, et j'en ai fini avec vous tous. Sur ces mots, j'ai attrapé mon sac à main et je suis sorti, ignorant les appels derrière moi. En sortant dans l'air frais de la nuit, les larmes ont finalement commencé à couler. Mais sous la douleur se trouvait quelque chose d'inattendu, un sentiment de libération. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je voyais ma famille clairement, sans la distorsion de l'espoir ou de l'obligation. Et maintenant, je devais comprendre ce que j'allais faire. Je n'avais fait que la moitié du chemin dans l'allée lorsque j'ai entendu des pas derrière moi. En me retournant, j'ai vu Hugo qui courait pour me rattraper, sa silhouette d'adolescent dégingandée maladroite dans le blazer trop petit. « Amélie, attends » a-t-il appelé. « Tu as oublié ça. » Il a tendu le petit sac cadeau qu'il avait apporté au restaurant. « Je veux toujours que tu l'aies. » J'ai pris le sac, touché par son geste malgré tout. À l'intérieur se trouvait un bracelet fait main de fil à broder tressé dans des tons de bleu et de vert. « Je l'ai fait au club d'art plastique » a-t-il expliqué, l'air embarrassé. Je sais que ce n'est pas aussi chic que ce que les autres te donnent, mais j'ai choisi les couleurs parce qu'elles me rappellent ce tableau que tu as fait pour ma chambre. De nouvelles larmes ont menacé de couler alors que je passais le bracelet à mon poignet. Il est parfait, Hugo. Merci. Il a traîné les pieds. Tu en as vraiment fini avec nous tous? Même avec moi. La question a transpercé ma colère. Non, pas avec toi. Jamais avec toi. Et grand-père Thomas? Il avait l'air aussi surpris que toi. Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est rouverte. Mon père est sorti, suivi de près par mon grand-père, leur voix vive portant à travers la pelouse manucurée. Tu n'avais aucun droit de soulever ça à son dîner d'anniversaire, disait mon père. Nous aurions pu gérer ça en privé. Comme tu l'as géré ces 6 derniers mois, a rétorqué grand-père. Combien de temps de plus lui aurais-tu caché ça si je n'en avais pas parlé ce soir? Mon grand-père m'a aperçu debout avec Hugo et a changé de direction, se dirigeant vers nous d'un pas déterminé malgré son boitement. Mon père a suivi, le visage comme un nuage d'orage. Amélie, a appelé grand-père Thomas, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Nous devons arranger cette situation. L'arranger? Comment, ai-je demandé amèrement alors qu'il nous rejoignait. L'argent a disparu, investi dans la clinique du mari de Stéphanie. Et franchement, ce n'est même pas ça qui fait le plus mal. L'argent n'a pas disparu, a insisté mon père. Il est investi. Il y a une différence. Arrête de dire ça, ai-je lancé. Arrête de prétendre que c'était une question de gestion financière. Il s'agissait de toi, décidant une fois de plus que tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin. Parce que je sais mieux, a-t-il explosé, son sang-froid finissant par craquer. Regarde ta vie, Amélie. 28 ans. Et qu'as-tu à montrer? Quelques dessins pour des entreprises locales, un souplex moisi, pendant que ta sœur a une vraie carrière, un mari, une maison. La vérité sur la façon dont il me voyait, enfin mise à nu, m'a frappé comme un coup physique. J'ai reculé, heurtant Hugo, qui m'a stabilisé d'une main sur l'épaule. Papa, ce n'est pas juste, a-t-il protesté, nous surprenant tous par son intervention. Reste en dehors de ça, Hugo, l'a averti mon père. Non, a répondu mon frère, la voix légèrement tremblante. Amélie est la seule qui m'écoute vraiment. La seule qui se soucie de ce que je veux au lieu de ce que maman et toi voulez pour moi. La porte d'entrée s'est rouverte à nouveau, et maintenant Stéphanie et Béatrice ont rejoint notre confrontation sur la pelouse, créant un tableau familial bizarre pour les voisins qui pourraient regarder. Richard, rentrez ça à l'intérieur immédiatement, a sifflé Béatrice. Les Dubois de l'autre côté de la rue regardent. Je me fiche de qui regarde, ai-je dit. Je veux des réponses. Je veux savoir pourquoi toute ma famille a conspiré pour me cacher ça. Je n'ai conspiré à rien du tout, a protesté Stéphanie. J'ai seulement appris l'existence du fonds pour l'appartement il y a quelques mois, quand papa a approché Julien pour l'investissement de la clinique. Et tu n'as pas pensé à m'en parler? À ta propre sœur? Elle a au moins eu la décence d'avoir l'air honteuse. Papa a dit qu'il s'en occupait.
qu'il attendait le bon moment. Le bon moment, ai-je ri, incrédule. Quand aurait-ce été, Stéphanie? Quand j'aurais assez réussi selon ses critères. Quand j'aurais abandonné l'art pour trouver un vrai travail. Ne rejette pas ça sur ta sœur, a coupé mon père. C'était ma décision. Une décision que tu n'avais aucun droit de prendre, a dit fermement grand-père Thomas. Cet argent était un cadeau pour Amélie, pas un fonds que tu pouvais gérer ou distribuer comme bon te semblait. Bien sûr que c'était ta décision, ai-je dit à mon père, ignorant mon grand-père pour le moment. C'est toujours ta décision. Tu as essayé de contrôler ma vie depuis que je suis enfant. J'ai essayé de te guider, de t'aider à éviter les erreurs. En me mentant? En me volant? Je ne t'ai pas volé, a-t-il rugi. Je te protégeais de toi-même, de cette fantaisie ridicule que tu peux gagner ta vie en faisant des dessins. Richard, la voix de grand-père Thomas a percé l'air nocturne. Ça suffit. Mais ce n'était pas assez. Maintenant que la digue avait cédé, des années de ressentiment et de blessures ont déferlé. Tu ne m'as jamais respecté, ai-je dit, la voix tremblante. Ni mes choix, ni mes rêves, ni mon travail. Rien de ce que je fais ne sera jamais assez bien pour toi parce que ce n'est pas ce que tu choisirais. Ce n'est pas vrai, a insisté mon père. Mais ses yeux ont évité les miens. C'est vrai, est intervenue Stéphanie doucement. Papa, tu as toujours été plus dur avec Amélie, tu as toujours plus remis en question ses choix que les miens. Je me suis tourné vers ma sœur, surprise. C'était la première fois qu'elle reconnaissait les différents standards que notre père nous appliquait. Reste en dehors de ça, Stéphanie, l'a avertit Béatrice. Non, a continué Stéphanie, quelque chose de nouveau dans sa voix. Je suis resté en dehors de ça trop longtemps. La vérité, c'est que, papa, tu m'as poussé vers le droit parce que c'était ce que tu respectais. Tu ne m'as jamais demandé si c'était ce que je voulais. Et ça ne l'est pas, l'a défié mon père. Tu as du succès, tu es respecté, en passe de devenir associé à 31 ans. Et malheureuse, a dit doucement Stéphanie. J'ai des crises d'angoisse dans les toilettes entre les réunions. Je pleure dans ma voiture pendant les pauses déjeuner. Je déteste ce que je fais, papa. Cette confession m'a autant stupéfié que la révélation sur l'appartement. Ma parfaite sœur à succès, celle que j'avais enviée pendant des années, était malheureuse. Tu n'as jamais rien dit, ai-je murmuré. Comment aurais-je pu? A-t-elle répondu en me regardant directement. C'est toi qui étais la courageuse, Amélie. Tu as suivi ta passion malgré tout le monde te disant de ne pas le faire. J'ai pris le chemin facile, celui avec l'approbation garantie, et je me déteste pour ça. C'est ridicule, est intervenue Béatrice. Stéphanie, tu es juste stressée par le travail. Tu ne penses pas ces choses. Si, je les pense, a insisté ma sœur. Je les pense depuis des années. Et voir papa prendre le cadeau d'Amélie et l'utiliser à mon profit à la place. C'est juste une autre façon dont il a toujours favorisé ce que je représente par rapport à qui Amélie est vraiment. Mon père avait l'air sincèrement choqué. Stéphanie, je n'avais aucune idée que tu ressentais ça pour ta carrière. Parce que tu n'as jamais demandé, a-t-elle répondu simplement. Tout comme tu n'as jamais demandé à Amélie si elle voulait ou avait besoin de ta protection contre ses propres choix. Grand-père Thomas s'est raclé la gorge. Je pense que nous avons établi qu'il y a eu de graves problèmes de communication dans cette famille, mais pour l'instant, la préoccupation immédiate est de rectifier la situation financière. Je suis d'accord, ai-je dit, retrouvant ma voix. Papa, je veux l'argent que grand-père t'a donné pour mon appartement. La totalité. Ce n'est pas si simple, a répondu mon père. Mais avec moins de conviction qu'auparavant. Les fonds sont investis dans le projet de la clinique. Il y a des contrats, des engagements. Alors romps-les, a dit fermement grand-père Thomas. Ou je demanderai à mes avocats d'examiner les accusations de détournement de fonds. Tu n'oserais pas, a soufflé mon père, le visage pâlissant. Et c'est moi, a répondu mon grand-père, la voix glaciale. J'ai peut-être 82 ans, mais je suis encore parfaitement capable d'engager une action en justice si nécessaire. Hugo, qui avait observé tranquillement tout cet échange, a soudainement repris la parole. C'est pour ça que maman et toi vous disputiez autant ces derniers temps à propos de l'argent d'Amélie? Tous les yeux se sont tournés vers mon frère, puis vers mon père et Béatrice. La tension entre eux, que j'avais attribuée à leur dynamique habituelle, a soudainement pris un nouveau sens. Hugo,
rentre à l'intérieur, a dit sèchement Béatrice. Non, ai-je contré. Laisse-le parler. Que veux-tu dire, Hugo? Comment se sont-ils disputés? Mon frère avait l'air incertain, mais a continué. Je les ai entendus se disputer la semaine dernière. Maman a dit que l'investissement de la clinique était trop risqué et que grand-père finirait par le découvrir. Papa a dit qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Le visage de Béatrice a rougi de colère. C'est complètement inapproprié. Hugo ne devrait pas être impliqué dans les discussions d'adultes. Pourquoi, ai-je demandé? Pour que tu puisses continuer à lui mentir aussi? Le garder dans l'ignorance sur la façon dont cette famille fonctionne vraiment? Amélie, a dit mon père, sa voix prenant un ton suppliant maintenant. Tu dois comprendre. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Je voulais te protéger des erreurs financières pendant que tu t'établis encore. Non, ai-je dit fermement. Ce que tu voulais, c'était le contrôle. Tu m'as enlevé mes choix parce que tu ne me respectes pas assez pour me laisser prendre mes propres décisions, même quand elles sont différentes de ce que tu choisirais. Je me suis tourné vers mon grand-père. Et toi? Tu pensais bien faire, mais tu as manipulé ma vie en coulisses pendant des années. Ma bourse, mon stage, maintenant cet appartement. As-tu jamais pensé que j'avais peut-être besoin de tracer ma propre voie, de réussir ou d'échouer par mes propres moyens? Grand-père Thomas avait l'air sincèrement peiné. Je voulais seulement aider, te donner des opportunités. Mais ce n'était pas vraiment des opportunités si elles étaient arrangées, n'est-ce pas? C'était juste des illusions qui me faisaient croire que j'avais mérité quelque chose, alors qu'en réalité, c'était juste mon grand-père qui tirait les ficelles. Le silence qui a suivi était lourd de prise de conscience. Chaque membre de ma famille avait, à sa manière, contribué à un tissu de mensonges et de manipulations qui avait façonné ma vie sans ma connaissance ni mon consentement. Je vous déteste, ai-je murmuré en les regardant chacun à leur tour. Je vous déteste tous en ce moment. Tu ne le penses pas, a dit automatiquement mon père. Si, je le pense, ai-je insisté, les larmes coulant librement maintenant. Peut-être pas pour toujours, mais en ce moment. En cet instant, je déteste ce que vous avez fait. Je déteste les mensonges. Je déteste que personne d'entre vous ne m'ait jamais vraiment vu. Sur ces mots, je me suis retourné et je suis parti, ignorant leurs appels. Cette fois, personne ne m'a suivi. Je suis arrivé dans la rue et j'ai commencé à marcher, sans me soucier de ma destination, ayant juste besoin de mettre de la distance entre moi et la famille qui m'avait trahi de tant de manières. Alors que l'air frais de la nuit séchait les larmes sur mon visage, une pensée s'est cristallisée à travers la douleur et la confusion. Pour la première fois de ma vie, je voyais ma famille clairement. Et maintenant, je devais découvrir qui j'étais sans leur influence, et qui je voulais devenir. J'ai passé le trajet en taxi pour retourner à mon souplex dans un état second, les événements de la soirée se rejouant dans mon esprit comme des scènes de la vie de quelqu'un d'autre. Comment toute ma famille avait-elle pu me cacher un secret aussi énorme? La trahison me coupait plus profondément que je n'aurais pu l'imaginer. Quand je suis finalement descendu péniblement les marches en béton jusqu'à mon logement, l'endroit que j'avais appelé chez moi ces 2 dernières années, il avait l'air différent, d'une certaine manière. La tache d'eau au plafond, le coin perpétuellement humide près de la salle de bain, les fenêtres qui laissaient passer les courants d'air que j'avais calfeutrés avec des feuilles de plastique et du ruban adhésif. Tout cela semblait plus insultant. Maintenant que je savais que j'aurais pu vivre dans un appartement près du Luxembourg pendant tout ce temps. Je me suis effondré sur mon canapé futon et j'ai sorti mon téléphone. 12 appels manqués. 5 de grand-père Thomas, 3 de mon père, 2 de Stéphanie, 1 de Hugo, et, étonnamment, 1 de ma mère en Californie. Les nouvelles voyageaient vite. J'ai mis le téléphone en silencieux et je l'ai jeté de côté. Je ne pouvais parler à aucun d'eux pour le moment. Pas alors que la blessure était encore si vive. Pendant la semaine suivante, j'ai fonctionné en pilote automatique. J'ai rendu le travail des clients, répondu aux emails, mangé quand je m'en souvenais, mais à l'intérieur, je me sentais vide. Chaque jour, les appels et les SMS continuaient, de plus en plus inquiets. Je n'ai répondu qu'à Hugo, l'assurant que j'allais bien et que ma colère n'était pas dirigée contre lui. Grand-père Thomas laissait des messages vocaux tous les jours. Amélie, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons régler ça. L'argent est à toi. Il l'a toujours été. J'ai parlé à mes avocats pour le récupérer auprès de ton père. Les messages de mon père alternaient entre la défensive et le repentir.
Tu réagis de manière excessive, Amélie. J'essayais seulement de protéger tes intérêts, suivi quelques jours plus tard par « J'ai peut-être fait une erreur. Pouvons-nous en parler comme des adultes ?» Le SMS de Stéphanie m'a le plus surprise. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait de suivre sa passion. Tu avais raison. J'aurais dû être plus courageuse. Mais je n'étais prête à pardonner à aucun d'eux. Chaque fois que j'envisageais de répondre, je me souvenais du regard sur le visage de mon père lorsqu'il défendait le fait d'avoir donné l'argent de mon appartement au mari de Stéphanie. Je me souvenais des années de lutte pour joindre les deux bouts, tout en croyant que je construisais ma carrière sur le seul talent, pour découvrir que mon grand-père avait tiré les ficelles en coulisses. 2 semaines après le désastreux dîner d'anniversaire, un coup à ma porte m'a sorti d'un projet de design sur lequel j'avais du mal à me concentrer. Je l'ai ouverte pour trouver une jeune femme de mon âge environ, avec des cheveux roux bouclés et un sourire amical. « Salut, je suis Chloé, ta nouvelle voisine du dessus », a-t-elle dit en tendant une assiette de sablé. Je viens d'emménager la semaine dernière et j'ai pensé que je devrais me présenter. Sa gaieté était si en décalage avec mon humeur que j'ai failli fermer la porte. Mais la politesse de base l'a emporté. « Amélie », ai-je dit en acceptant les sablés. « Enchanté. »« J'espère que ce n'est pas bizarre », a-t-elle continué. « Mais j'ai remarqué que tu n'as pas beaucoup quitté ton appartement depuis que j'ai emménagé. Tout va bien ?» Dans des circonstances normales, je l'aurais poliment éconduite. Mais quelque chose dans l'approche directe de Chloé a brisé mon isolement. Des problèmes de famille, je me suis entendu dire. Des problèmes de famille assez majeurs, en fait. Chloé a hoché la tête avec sympathie. J'ai connu ça. Ma mère ne m'a pas parlé pendant 1 an quand j'ai abandonné la fac de médecine pour devenir pâtissière. Tu veux en parler autour d'un café? Ces sablés se marient très bien avec la caféine. Cet après-midi-là, assise dans l'appartement beaucoup plus agréable de Chloé au rez-de-chaussée, je me suis retrouvé à raconter toute l'histoire sordide à une parfaite inconnue. Chloé a écouté sans interruption, poussant occasionnellement l'assiette de sablé plus près lorsque ma voix se brisait d'émotion. « C'est vraiment dégueulasse », a-t-elle dit quand j'ai enfin terminé. « Tout ça. Ton père qui vole l'argent de ton appartement. Les manigances secrètes de ton grand-père. La complicité de ta sœur. Pas étonnant que tu te sois enfermé dans ton appartement. Je ne sais même pas quoi faire maintenant, ai-je admis. J'ignore tout le monde, sauf mon frère. » Chloé a réfléchi à cela. Puis-je offrir une perspective extérieure de quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans ta dynamique familiale? J'ai hoché la tête, reconnaissante d'un point de vue objectif. On dirait que tout le monde dans ta famille essayait de t'aider à sa manière tordue, a-t-elle commencé. Ton père pense sincèrement qu'il sait ce qui est le mieux, même si ses méthodes sont contrôlantes et malhonnêtes. Ton grand-père voulait te soutenir, mais ne te faisait pas assez confiance pour être direct à ce sujet. Ta sœur était prise entre 2 feux et a choisi la voie de la moindre résistance. Ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait, ai-je protesté. Absolument pas, a convenu Chloé. Ce qu'ils ont fait était mal, point final. Mais comprendre leur motivation pourrait t'aider à décider quoi faire ensuite. Quelles relations valent la peine d'être sauvées et quelles limites doivent être établies. Au cours des semaines suivantes, Chloé est devenue ma bouée de sauvetage inattendue. Elle m'a traîné hors de mon appartement pour des promenades le long de la Seine, m'a apporté les restes de la boulangerie où elle travaillait, et ne m'a jamais poussé à renouer avec ma famille avant que je ne sois prête. Grâce à Chloé, j'ai également rencontré un groupe d'artistes locaux qui se réunissaient chaque semaine dans un entrepôt réaménagé pour travailler sur des projets et partager leurs commentaires. Pour la première fois, je me suis retrouvé entouré de personnes qui comprenaient ma passion, qui parlaient mon langage de couleur et de composition, qui appréciaient mon travail pour ce qu'il était, plutôt que de le mesurer à des critères de réussite traditionnels. Ton utilisation de l'espace négatif est vraiment distinctive, a commenté Manon, une muraliste, en examinant mon portfolio un soir. As-tu déjà travaillé à grande échelle? Ton style se traduirait magnifiquement en peinture murale. Je n'y avais pas pensé auparavant, mais la graine était plantée. Lorsque le propriétaire du café où travaillait Chloé a mentionné vouloir rafraîchir son mur du fond, j'ai proposé un concept de design. À ma surprise, il a adoré et m'a proposé de me payer pour le travail, pas une fortune, mais un tarif juste pour mon temps et mes matériaux. Alors que je passais une semaine à transformer le mur blanc en une scène vibrante de caféiers et de récoltes, quelque chose a changé en moi. C'était mon travail, entièrement mérité, sans relation familiale ni assistance secrète.
La satisfaction que j'ai ressentie était pure et non entachée de doute. Pendant ce temps, les appels et les messages de ma famille continuaient, bien qu'avec une fréquence décroissante au fil des semaines. Je n'étais toujours pas prête à m'engager. Mais je me suis surprise à écouter les messages vocaux plus souvent, essayant d'entendre la vérité derrière les mots. 2 mois après mon dîner d'anniversaire, un email de Hugo a brisé mon isolement auto-imposé. Amélie, tu me manques. Les choses vont vraiment mal à la maison. Papa et Béatrice se disputent tout le temps. Stéphanie ne vient presque plus. Grand-père Thomas parle de poursuivre papa en justice. Et l'investissement de la clinique est en train d'échouer. J'ai entendu papa au téléphone dire qu'ils vont tout perdre. Je sais que tu es toujours en colère et tu as tout à fait le droit de l'être, mais j'ai l'impression que toute notre famille est en train de s'effondrer. On peut se parler, juste toi et moi. J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de répondre par un simple « Tu me manques aussi, Hugo ». Retrouvons-nous ce week-end pour des hamburgers dans son bistrot préféré. Hugo m'a mis au courant de l'implosion familiale. L'investissement de mon père dans la clinique de Julien s'était avéré désastreux lorsque leur principal bailleur de fonds s'était retiré, les laissant surendettés. Grand-père Thomas avait en effet consulté des avocats pour récupérer les fonds détournés, ce qui avait entraîné de vives disputes entre lui et mon père. Stéphanie et Julien se disputent aussi, a rapporté Hugo en picorant ses frites. Elle lui a dit qu'elle n'a jamais voulu de la maison de luxe ni de l'expansion de la clinique. Elle a dit qu'elle en a marre de vivre la vie que papa veut pour elle au lieu de ce qu'elle veut. Et toi, ai-je demandé doucement. Comment tiens-tu le coup dans tout ça? Il a haussé les épaules, paraissant soudain beaucoup plus jeune que ses 16 ans. C'est nul. Je déteste être à la maison maintenant. Papa est toujours stressé. Béatrice est toujours en colère. Je passe la plupart de mon temps chez des amis. Je suis désolé, Hugo. Je n'ai jamais voulu que tout ça t'affecte. Ce n'est pas de ta faute, a-t-il dit fermement. Tu n'as rien fait de mal. Tu voulais juste la vérité. Personne n'est en colère contre toi, Amélie. Ils sont en colère contre eux-mêmes. En ramenant Hugo à la maison ce soir-là, j'ai réalisé que même si je n'étais pas prête à pardonner, j'étais au moins prête à écouter. Le moment était venu d'affronter à nouveau ma famille, non pas pour eux, mais pour moi. J'avais besoin de tourner la page pour vraiment avancer. La question était, par où commencer? Le jardin du Luxembourg éclatait de couleurs printanières lorsque j'y ai retrouvé grand-père Thomas la semaine suivante. Il avait l'air plus âgé, d'une certaine manière, les événements des derniers mois gravés dans les rides de son visage. Nous nous sommes assis sur un banc surplombant les bateaux, une activité que nous avions appréciée ensemble quand j'étais enfant. Merci d'avoir accepté de me voir, a-t-il dit, la voix rauque d'émotion. Tu m'as manqué, Amélie. Tu m'as manqué aussi, ai-je admis. Mais j'avais besoin de temps pour tout digérer. Il a hoché la tête. Je comprends plus que tu ne le penses. De la poche de sa veste, il a retiré une enveloppe et me l'a tendue. À l'intérieur se trouvait un relevé de compte pour un compte nouvellement ouvert à mon nom, affichant un solde de 750 000 €. J'ai récupéré la totalité du montant, a-t-il expliqué. Ton père a signé des documents légaux reconnaissant le détournement de fonds et l'a remboursé sur ses comptes personnels. C'est à toi maintenant. Sans condition. J'ai fixé le relevé, me sentant étrangement détaché de cette grosse somme. Je ne suis pas sûr de le vouloir encore. Pourquoi pas, a-t-il demandé, sincèrement perplexe. Parce que j'ai l'impression que c'est une autre chose que je n'ai pas méritée. Une autre façon de ne pas me tenir sur mes 2 jambes. Grand-père Thomas est resté silencieux un moment. Puis-je te raconter une histoire? Une que je n'ai jamais partagée avec toi auparavant. J'ai hoché la tête, curieuse malgré moi. Quand j'avais 23 ans, fraîchement sorti de l'école d'architecture, mon père m'a proposé de m'aider à créer ma propre agence. Il avait des relations, des capitaux, tout ce dont j'avais besoin pour réussir. J'ai refusé. J'étais trop fier, trop déterminé à y arriver entièrement par moi-même. Il a regardé l'eau, perdu dans ses souvenirs. J'ai lutté pendant des années, prenant toutes les commandes que je pouvais obtenir. Vivant dans un minuscule appartement, pas bien mieux que ton souplex. J'étais tellement convaincu qu'accepter de l'aide signifiait que je n'étais pas assez bon. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Ta grand-mère, a-t-il souri. Elle m'a aidé à voir qu'il y a une différence entre recevoir une vie toute faite et recevoir les outils pour en construire une. Quand j'ai finalement accepté l'aide de mon père à 30 ans,
ce n'était pas admettre une défaite. C'était reconnaître que le succès n'a pas besoin d'être un voyage solitaire. Il s'est tourné vers moi directement. Je ne te demande pas de pardonner à ton père tout de suite, ni à moi d'ailleurs. Ce que j'ai fait, interférer avec ta bourse, ton stage. Je pensais aider. Mais je vois maintenant que j'aurais dû être transparent. J'aurais dû te faire confiance avec la vérité. Oui, tu aurais dû, ai-je convenu. Ça m'a fait remettre en question tout ce que je pensais avoir accompli par le mérite. Ton talent est réel, Amélie. Les opportunités ont peut-être été arrangées, mais ce que tu en as fait, c'était entièrement toi. Personne ne peut te donner le talent, la passion ou l'éthique de travail. Ce sont les tiens, et uniquement les tiens. J'ai réfléchi à ces paroles, y trouvant une vérité que je n'avais pas pu voir auparavant. Je commence à construire une vie dont je suis fier, lui ai-je dit. Je me suis connecté avec d'autres artistes, j'ai commencé à faire des peintures murales. Ça fait du bien de savoir que je gagne ma place. Je suis fier de toi, a-t-il dit simplement. Et je veux que tu aies cet argent, non pas comme une béquille, mais comme un outil. Utilise-le. Ne l'utilise pas. C'est ton choix. Mais ne le rejette pas juste pour prouver quelque chose à toi-même ou à qui que ce soit d'autre. En nous quittant ce jour-là, je n'ai pas pris les informations bancaires, mais je ne les ai pas refusées non plus. J'avais besoin de plus de temps pour décider quel rôle, le cas échéant, cet héritage jouerait dans ma vie. Une semaine plus tard, je travaillais sur des croquis pour une nouvelle commande de peinture murale lorsque la cloche au-dessus de la porte du café a tinté. J'ai levé les yeux pour voir Stéphanie, debout, hésitante, au comptoir, balayant la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux trouvent les miens. Mon premier instinct a été de remballer mes affaires et de partir. Mais Chloé, qui travaillait derrière le comptoir, l'avait déjà remarqué. « Ta sœur » a-t-elle murmuré en me resservant un café. J'ai hoché la tête. « Tu veux que je lui dise que tu es occupé » J'y ai réfléchi, puis j'ai secoué la tête. « Non, il est temps. » Stéphanie s'est approchée de ma table avec précaution, comme si elle s'attendait à ce que je m'enfuie. Elle avait l'air différente, moins apprêtée, plus authentique. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval au lieu de son brushing parfait habituel, et elle portait un jean au lieu de ses pantalons de tailleur habituels. « Je peux m'asseoir » a-t-elle demandé. J'ai fait un geste vers la chaise vide en face de moi. Un silence gêné s'est installé entre nous jusqu'à ce que Chloé apparaisse avec un café frais pour Stéphanie. « Je vais vous laisser un peu d'espace » a-t-elle dit avec un sourire encourageant à mon intention. « Comment m'as-tu trouvé » ai-je demandé une fois que Chloé s'était éloignée. « Hugo » a admis Stéphanie. « Il a dit que tu avais mentionné travailler sur une peinture murale ici. C'est magnifique, d'ailleurs. » Elle a fait un geste vers le dessin à moitié terminé couvrant le mur du fond. « Merci. » Un autre silence, plus long cette fois. « J'ai quitté le cabinet » a-t-elle finalement dit, les mots sortant d'un trait. « Il y a 2 semaines. Je ne pouvais plus le faire semblant d'aimer une carrière que j'ai choisie pour plaire à papa. C'était inattendu. Que fais-tu maintenant ? Je cherche, a-t-elle dit avec un petit rire. J'ai recommencé à prendre des leçons de piano. Tu te souviens comment je jouais au lycée ? Je m'en souvenais. Stéphanie avait du talent, mais avait abandonné la musique lorsque notre père avait suggéré que le droit serait une utilisation plus pratique de son intelligence. J'ai peur, a-t-elle avoué. J'ai 31 ans et je recommence à zéro, mais je suis aussi plus en paix que je ne l'ai été depuis des années. Que pense papa de tout ça ? Son expression s'est assombrie. Il n'est pas content. Il dit que je gâche une carrière prometteuse. Mais pour la première fois, je me fiche de ce qu'il pense. J'ai fini de vivre ma vie pour son approbation. Elle a tendu la main sur la table, ne touchant pas tout à fait la mienne, mais presque. Je suis tellement désolé, Amélie, pour tout. Pour avoir su pour l'appartement et ne pas te l'avoir dit. Pour avoir profité de la décision de papa d'investir ton argent dans la clinique de Julien. Pour des années à laisser papa nous monter l'une contre l'autre. Tu aurais pu me le dire, ai-je dit, la blessure encore vive. N'importe quand au cours de ces 6 mois, tu aurais pu dire quelque chose. Je sais, a-t-elle reconnu. Je me suis dit que ce n'était pas ma place, que papa s'en occuperait. Mais la vérité, c'est que j'étais une lâche. C'était plus facile de suivre le mouvement que de lui tenir tête. Et maintenant ? Maintenant j'essaie d'être courageuse, comme tu l'as toujours été.
Ses yeux ont rencontré les miens, sincères d'une manière que je n'avais pas vue depuis que nous étions enfants. Tu n'as jamais fait de compromis, Amélie. Tu as suivi ta passion malgré toute la pression. J'ai toujours été jalouse de ça. Jalouse de moi. Le concept semblait absurde. Tu étais l'enfant prodige, celle qui réussissait. Réussir à quoi? À rendre notre père fier. À vivre la définition du succès de quelqu'un d'autre. Elle a secoué la tête. Tu étais authentique, fidèle à toi-même. Ça demande un vrai courage. En parlant, vraiment en parlant pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à voir ma sœur non pas comme la rivale parfaite que j'avais toujours enviée, mais comme quelqu'un qui avait fait des choix différents et qui les remettait maintenant en question, tout comme je remettais les miens en question. Au moment où nous nous sommes séparés avec une accolade hésitante, quelque chose avait changé entre nous. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début de la compréhension. La confrontation finale a eu lieu 3 jours plus tard, lorsque mon père s'est présenté à mon souplex sans prévenir. J'ai failli ne pas ouvrir la porte, mais la curiosité l'a emporté. Il se tenait maladroitement sur mon minuscule Porsche en béton, l'air déplacé dans son costume coûteux. Pour la première fois de ma mémoire, il semblait incertain. Puis-je entrer, a-t-il demandé formellement. Je me suis écarté, le regardant observer mon petit espace de vie, les taches d'eau, les meubles de seconde main, les fenêtres qui laissaient passer l'air. En le voyant à travers ses yeux, j'ai ressenti un éclair de défi. C'était là que j'avais vécu pendant qu'il détournait le fond de mon appartement. Je sais que tu as parlé à ton grand-père et à Stéphanie, a-t-il commencé. J'ai pensé qu'il était temps que nous parlions aussi. À propos de quoi? De mon échec en tant que père. L'aveu brutal m'a prise au dépourvu. Je m'attendais à des excuses, des justifications, tout sauf ça. Je me suis convaincu que je te protégeais, a-t-il continué alors que je ne répondais pas que je savais ce qui était le mieux. J'ai passé tellement d'années à croire que le succès a une certaine apparence, suit un certain chemin. Quand tu as choisi différemment, je ne pouvais pas le comprendre. Alors tu as pris le contrôle de ma vie sans que je le sache, ai-je dit. Tu as décidé que je n'étais pas capable de gérer mon propre héritage. Oui. Il n'a pas essayé de le nier. J'avais tort. Profondément, impardonnablement tort. Pourquoi es-tu ici, papa? Que veux-tu de moi? Il a de nouveau regardé mon appartement, son regard se posant sur ma table à dessin couverte de croquis pour la fresque du café. Je veux voir ton travail, a-t-il dit simplement. Ton vrai travail, pas les projets scolaires que j'ai dédaignés ou les petits dessins que je n'ai jamais pris au sérieux. Je veux comprendre ce que tu aimes là-dedans. Pourquoi tu t'es battu si fort pour le poursuivre? Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai perdu Stéphanie à cause de ce besoin de contrôle. Je suis en train de perdre le respect de Hugo. J'ai endommagé ma relation avec mon propre père. Et je t'ai blessé plus que tout. Il a croisé mon regard directement. Je ne veux pas perdre toute ma famille parce que j'étais trop têtu pour voir qu'il y a de nombreux chemins vers une vie pleine de sens. Je l'ai étudié, cherchant des signes de manipulation ou de manque de sincérité, mais n'ai trouvé que de la lassitude et du regret. Il y a un café sur la rue de Rivoli, ai-je finalement dit. J'y peins une fresque. Si tu veux vraiment voir mon travail, retrouve-moi là-bas demain à 10h. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt pour continuer à travailler sur la fresque, ne sachant pas si mon père se montrerait vraiment. À 10h précises, la porte s'est ouverte, et il est entré, habillé plus décontracté que je ne l'avais vu depuis des années, un jean et une chemise au lieu de son costume habituel. Pendant l'heure suivante, j'ai expliqué mon processus de création, le symbolisme de la fresque, les techniques que j'utilisais. À ma surprise, il a posé des questions réfléchies, écoutant réellement mes réponses plutôt que d'attendre son tour de parler. Alors que je montrais comment je créais de la profondeur par superposition, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les yeux de mon père se sont écarquillés d'une appréciation sincère. C'est remarquable, Amélie, a-t-il dit en étudiant une section que j'avais terminée la veille. La façon dont tu as créé du mouvement dans une image statique. Je n'avais aucune idée que tu étais aussi talentueuse. Tu n'as jamais regardé, ai-je dit simplement. Il a hoché la tête, acceptant la vérité. Je regarde maintenant, et je vois quelqu'un avec une compétence et une vision extraordinaires, quelqu'un qui mérite du soutien, pas du contrôle. Alors qu'il m'aidait à nettoyer mes pinceaux plus tard ce matin-là,
un petit geste mais significatif dans son humilité, j'ai réalisé que nous avions atteint un tournant. Pas la réconciliation, pas encore, mais le début d'un nouveau type de relation, construite sur le fait de se voir clairement, peut-être pour la première fois. L'argent que ton grand-père a récupéré, a-t-il dit alors que nous terminions. Il est à toi, sans condition. Utilise-le pour ton art, pour un meilleur appartement, pour voyager, pour tout ce que tu choisiras. Je ne donnerai pas de conseils, sauf si tu en demandes. Merci, ai-je dit, le pensant. Je suis encore en train de décider ce que je veux en faire. Quoi que tu décides, a-t-il répondu, je veux que tu saches que je suis fier de toi. Pas à cause de ce que tu as accompli selon les critères traditionnels, mais parce que tu as eu le courage de vivre de manière authentique. C'est quelque chose que j'apprends seulement maintenant à faire moi-même. En le voyant partir, j'ai senti un poids se lever, un poids que je n'avais même pas réalisé que je portais, le fardeau de chercher l'approbation de quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment vu. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais vraiment libre de tracer ma propre voie, non pas en opposition aux attentes de ma famille, mais simplement selon ma propre vérité. 6 mois après le dîner d'anniversaire qui avait bouleversé ma vie, je me tenais au centre de mon nouvel atelier, un loft aménagé à Montreuil avec de hauts plafonds, une lumière naturelle abondante et pas la moindre trace de moisissure. Les murs étaient couverts de travaux en cours et de planches d'inspiration. Une grande table à dessin dominait un coin, tandis qu'un espace de vie confortable occupait un autre. Ce n'était pas l'appartement du Marais que mon grand-père avait prévu, mais il était parfait pour moi, assez spacieux pour mon travail, mais assez modeste pour que je puisse l'entretenir avec mes revenus croissants. Après mûre réflexion, j'avais utilisé une partie de mon héritage pour acheter l'atelier, content, éliminant le fardeau du loyer et me donnant la liberté d'être plus sélectif dans mes projets clients. Le reste était investi, un filet de sécurité qui m'apportait la tranquillité d'esprit sans dicter mes choix. Mon entreprise de peinture murale s'était développée au-delà de mes espérances. Ce qui avait commencé avec le mur d'un café s'était transformé en commande pour des restaurants, des écoles et des centres communautaires dans tout Paris. J'avais engagé 2 assistants, tous 2 artistes rencontrés grâce aux relations de Chloé, et ensemble nous transformions des murs blancs en histoires racontées par la couleur et la forme. Chloé était devenue non seulement une voisine, mais une véritable amie. Notre relation s'est approfondie à travers des projets créatifs partagés et des conversations nocturnes sur l'art, la famille et la recherche de son chemin authentique. Elle avait récemment été promue chef pâtissière dans son café et utilisait souvent mon atelier pour tester des recettes le week-end, remplissant l'espace de l'odeur de pâtisseries expérimentales. Ma relation avec ma famille avait évolué d'une manière que je n'aurais pas pu prédire. Hugo visitait mon atelier tous les samedis, où je lui enseignais les bases du dessin. À 16 ans, il montrait un talent remarquable. Bien que l'on ne sache pas encore s'il poursuivrait sérieusement l'art, ce qui importait, c'est qu'il explorait ses intérêts librement, sans pression de se conformer aux attentes de qui que ce soit d'autre. Stéphanie avait mené à bien son changement de carrière spectaculaire, quittant le droit pour enseigner la musique dans un centre d'art communautaire. Elle gagnait une fraction de son ancien salaire, mais parlait de son travail avec une passion que je n'avais jamais entendue dans sa voix auparavant. Nous nous retrouvions régulièrement pour un café, reconstruisant lentement notre relation en tant que sœurs plutôt que rivales. Mon père et moi avions établi une nouvelle dynamique basée sur le respect mutuel plutôt que sur le contrôle. Il avait eu du mal au début avec l'envie de donner des conseils non sollicités, mais apprenait à écouter plus qu'il ne parlait. Lorsque je l'ai invité au vernissage d'une exposition collective présentant l'une de mes peintures murales, il était resté debout, observant en silence, puis avait simplement dit « Je comprends maintenant pourquoi tu aimes ça. Merci de l'avoir partagé avec moi. » Grand-père Thomas, maintenant âgé de 83 ans, était devenu un visiteur régulier de mon atelier. Parfois, il apportait ses propres croquis, et nous dessinions ensemble dans un silence complice. Il s'était excusé plus d'une fois pour ses tentatives bien intentionnées mais mal avisées de gérer ma carrière en coulisses. J'aurais dû te faire assez confiance pour offrir de l'aide ouvertement, m'a-t-il dit, au lieu d'arranger des opportunités en secret. Je comprends pourquoi tu l'as fait, ai-je répondu. Tu essayais de niveler un terrain de jeu que papa avait incliné contre moi. Pourtant, tu méritais la dignité du choix, de connaître la vérité. Les blessures que ma famille avait infligées guérissaient, bien que les cicatrices soient restées. J'avais appris que le pardon ne signifiait pas oublier ou prétendre que la douleur n'avait jamais eu lieu. Cela signifiait reconnaître la douleur tout en choisissant de ne pas être défini par elle. Un soir d'automne frais,
j'ai organisé un petit dîner dans mon atelier pour célébrer l'achèvement de ma plus grande commande à ce jour, une fresque de 3 étages pour un hôpital pour enfants. Chloé avait préparé un gâteau élaboré décoré d'éclaboussures de peinture comestibles, et l'atelier était rempli de la lueur chaude des guirlandes lumineuses et des bougies. En regardant autour de la table le rassemblement ma famille mêlée à mes nouveaux amis de la communauté artistique, je me suis émerveillé de tout ce qui avait changé en 6 mois. La tension qui avait autrefois caractérisé les réunions de famille avait été remplacée par quelque chose de plus authentique. Nous apprenions à nous voir tels que nous étions vraiment, pas tels que nous souhaitions que les autres soient. Mon père, plus détendu que je ne l'avais vu depuis des années, était engagé dans une conversation sérieuse avec l'un de mes amis artistes sur le côté commercial des activités créatives. Stéphanie montrait à Hugo une application de piano sur son téléphone, leurs têtes penchées ensemble dans un intérêt partagé. Grand-père Thomas divertissait Chloé avec des histoires de catastrophes architecturales de ses débuts de carrière. En remplissant les verres de vin et en passant les plats, j'ai aperçu mon reflet dans les fenêtres de l'atelier et je me suis arrêté, frappé par la personne que je voyais là. Non pas l'artiste en difficulté désespéré de validation, ni la fille en colère consumée par la trahison, mais quelqu'un de plus fort, de plus clair, de plus centré sur sa propre vérité. Le voyage de ce dîner d'anniversaire désastreux à ce moment avait été douloureux, mais nécessaire. J'avais appris des leçons qui façonneraient le reste de ma vie. Que la vraie valeur ne se mesure pas en compte bancaire ou en adresse prestigieuse. Que parfois, les personnes qui nous aiment le plus peuvent nous blesser profondément par des tentatives mal avisées d'aider. Que établir des limites claires n'est pas égoïste mais essentiel pour des relations saines. Et peut-être le plus important, que le succès ne consiste pas à répondre aux attentes des autres, mais à vivre en accord avec ses propres valeurs et sa propre vérité. Alors que la soirée se terminait et que les invités commençaient à partir, mon père est resté, m'aidant à débarrasser la vaisselle malgré mes protestations qu'il devrait laisser ça pour demain. « Je suis fier de toi, Amélie », a-t-il dit doucement alors que nous travaillions côte à côte à l'évier. « Pas à cause de ton succès, cependant. C'est remarquable. Je suis fier de la façon dont tu as géré tout ça cette dernière année, avec plus de grâce et de sagesse que je n'en ai géré en 2 fois plus de décennies. J'ai eu de bons professeurs, ai-je répondu. Même quand les leçons étaient douloureuses. Il a hoché la tête, comprenant la complexité de mes mots. Ton grand-père m'a dit quelque chose récemment auquel je n'arrête pas de penser. Il a dit que le véritable amour ne consiste pas à façonner quelqu'un en ce que vous pensez qu'il devrait être. C'est de lui donner l'espace pour devenir qui il est déjà. C'est un homme sage. Plus sage que son fils, certainement, a souri mon père avec ironie. J'apprends encore. Nous apprenons tous, les jeux assurés. Après que tout le monde soit parti et que je me sois retrouvé seul dans mon atelier, je me suis tenu près des fenêtres surplombant les lumières de la ville. L'héritage qui avait causé tant de troubles avait finalement conduit à une transformation pour toute notre famille. Ma sœur avait trouvé le courage de poursuivre sa passion. Mon père apprenait à aimer sans contrôler. Mon grand-père faisait la paix avec ses erreurs bien intentionnées. Et j'avais découvert en moi une force que je ne soupçonnais pas. Parfois, les blessures les plus profondes ouvrent des portes que nous ne savions même pas exister. L'appartement que j'étais censé recevoir aurait pu n'être qu'un lieu de vie, mais à la place, j'avais construit quelque chose de bien plus précieux, une vie d'authenticité, un travail qui comptait, et des relations basées sur la vérité plutôt que sur les attentes. En me détournant de la fenêtre, mon regard est tombé sur le premier chèque de commande que j'avais encadré et accroché au mur, une somme modeste pour la fresque du café qui avait marqué le début de ce nouveau chapitre. À côté, était accroché le bracelet que Hugo m'avait fait pour mon anniversaire, maintenant monté dans une simple boîte cadre. Des rappels tangibles d'où je venais et du chemin que j'avais parcouru. Le voyage n'était pas terminé, bien sûr. Il y aurait d'autres défis, plus de croissance, plus de leçons à apprendre. Mais pour la première fois de ma vie, j'affrontais l'avenir non pas avec la peur de la déception ou un besoin désespéré d'approbation, mais avec la confiance tranquille qui vient de la connaissance de sa propre valeur, indépendamment de l'évaluation de quiconque.